C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités politiques où la majorité des Malagasy hésitent aujourd'hui à exprimer leur opinion politique, à critiquer ou à faire part de leur mécontentement face à certaines situations qu'ils entendent ou constatent et qu'ils jugent inappropriées. Les autorités ont d'ailleurs averti que les internautes s'exprimant sur les réseaux sociaux dont les propos sont jugés susceptibles de porter atteinte à une personne ou à l'État feront objet de poursuites. Un édito signé Jean-Claude Ndjamalal. Il est indéniable et clairement établi que les libertés sont encadrées par la loi et garanties par la Constitution de la 4e République, notamment en son article 10, qui stipule que la liberté d'expression et d'opinion est assurée à Madagascar. Sont également garanties la liberté de communication, la liberté de la presse, la liberté d'adhérer à une association ou d'en créer une, la liberté de réunion, la liberté de circulation, la liberté de pensée et de croyance. Ces libertés sont reconnues à tous et ne peuvent être limitées que dans le respect des libertés et des droits d'autrui, ainsi que par la nécessité de préserver l'ordre public, la dignité nationale et la sécurité de l'État. L'article 11 précise par ailleurs que toute personne a droit à l'information. Aucune censure préalable ne peut être appliquée aux moyens de communication sous quelque forme que ce soit, à l'exception des contenus contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. La liberté de communication est un droit fondamental, quels que soient les supports utilisés. L'exercice de ce droit implique toutefois des devoirs et des responsabilités encadrés par des procédures, des conditions ou des sanctions prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite. L'exercice de la profession de journaliste est régi par la loi. Les journalistes disposent d'un statut particulier encadrant leur activité définie par la loi 2020-006 relative à la communication. Toujours en politique, 66,1% des citoyens interrogés par le collectif des citoyens et des organisations citoyennes déclarent être insatisfaits de ceux qui gouvernent actuellement et ne sont pas prêts à les défendre, selon le rapport publié le 20 janvier dernier. 57,2% affirment également ne pas avoir confiance en ce régime. Par ailleurs, 53,4% estiment que le régime en place depuis le 14 octobre 2025 n'est pas légitime. Cette enquête a été menée entre le mois de novembre 2025 et le mois de décembre 2025. Reportage. La CCOC a mené une seconde enquête auprès de 1207 habitants répartis dans les 6 arrondissements d'Antananarivo entre novembre et décembre 2025. La première enquête avait été réalisée en février 2025. Le 20 janvier dernier, les résultats de cette étude ont été rendus publics avec une comparaison de la situation politique sous la présidence de Andry Rajoelina et celle de l'actuel pouvoir. Concernant le régime en place, 66,1% des personnes interrogées lors de cette seconde enquête déclarent ne pas être prêtes à le défendre, contre 53,4% pour le régime précédent, soit un écart de 12,7 points. 57,2% des sondés déclarent ne pas avoir confiance dans le pouvoir actuel, contre 37,4% de défiance lors de la gouvernance précédente. Sur un autre plan, 45,2% estiment que la démocratie ne prévaut pas actuellement, contre 40% en février 2025. Par ailleurs, 58,7% rejettent le coup d'État du 14 octobre 2025 et 53,4% considèrent que la gouvernance actuelle n'est pas légitime. D'autre part, 45,8% des personnes interrogées estiment qu'il est nécessaire d'engager un accord inclusif réunissant toutes les formations politiques, sans exception, pour la mise en place d'une transition. 60,3% affirment également que toutes les forces politiques doivent engager un dialogue. Enfin, 65,2% estiment que la Constitution doit être révisée et que le pays doit entrer dans un processus de refondation.
Cette enquête vise à recueillir la perception de la population sur la situation politique du pays. Dans les actualités socio-économiques, les importations de riz effectuées par Madagascar ont augmenté de 278% en 2025 par rapport à l'année 2024, selon les statistiques publiées par la douane et l'Observatoire du riz. Les 3 premiers mois de l'année ont enregistré le plus fort volume d'importation, atteignant 368 000 tonnes. Les détails. Si 262 100 tonnes de riz ont été importées par Madagascar en 2024, pour une valeur estimée entre 650 et 700 milliards d'ariars, ce volume est passé à 731 000 tonnes jusqu'au mois de novembre 2025. Cela représente une hausse de 278% des importations de riz en 2025. Au mois de janvier, 75 100 tonnes ont été importées, tandis qu'en février, le volume a atteint 121 700 tonnes, soit le niveau d'importation le plus élevé de l'année écoulée. Cette situation s'explique notamment par l'augmentation de la population à Madagascar, ainsi que par la baisse de la production rizicole due aux conditions climatiques défavorables. À ce jour, l'Inde et le Pakistan demeurent les principaux pays fournisseurs de riz pour Madagascar. 5 compagnies ont obtenu l'autorisation pour le transport aérien public, selon un communiqué publié hier par l'ACM Aviation Civile de Madagascar. La compagnie Madagascar Airlines est autorisée à effectuer des vols réguliers et des vols à la demande, aussi bien au niveau national qu'international. Madagascar Transair, JS Aviation et HFF Travel Airways sont autorisés à assurer des vols à la demande, tant sur le plan national qu'international également. La compagnie Madagascar Fly Alliance, quant à elle, est autorisée à effectuer uniquement des vols à la demande sur le territoire national. Cette liste peut être mise à jour, a précisé l'ACM. Il est également rappelé que l'utilisation des aéronefs privés doivent être strictement réservées à un usage personnel. Le communiqué de l'ACM souligne enfin que toute activité de transport aérien public exercée sans autorisation est passible de sanctions administratives et judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur. Le lait infantile Pico R2 ne doit plus être consommé et doit être retiré du marché, même si la date de péremption indiquée n'est pas encore dépassée. Le fabricant a déjà publié un communiqué relayé par les médias confirmant que certains lots de ce lait infantile pourraient contenir des substances nocives et a appelé au rappel immédiat des produits concernés en France. Les autorités appellent la population à ne pas consommer ce produit et à signaler sa présence via le numéro vert, le cas échéant. Le ministère du Commerce et de la Consommation a été informé par le système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que Infosan, concernant le lait infantile de marque Pico AR2. Selon ces informations, la présence de substances nocives a été détectée dans le lait infantile Pico AR2 avec une date limite de consommation fixée au 30 mars 2027 suite à un incident signalé en France. En conséquence, le retrait de ces produits a déjà été engagé sur les marchés de Madagascar. La population est ainsi vivement encouragée à ne pas consommer ce lait infantile et à le signaler au numéro vert 034 30 812 34 en cas de détection. À ce stade, les opérations de contrôle et de retrait se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de tutelle appelle à une collaboration renforcée, notamment avec les associations de défense des droits des consommateurs, afin d'assurer la protection et la sécurité des consommateurs. Il est à rappeler que le fabricant a officiellement reconnu que certains lots de lait infantile produits pourraient présenter des risques pour la santé et a ainsi appelé au rappel de tous les produits concernés en France. Et puis, axe très fréquenté et source de nombreuses plaintes des usagers, la route d'Anouszat, reliant la route nationale 1, est confrontée à des embouteillages interminables de jour comme de nuit.
Face à cette situation, le maire de la commune d'Anouzzatu, Andjefan, a engagé depuis le début de la semaine des actions d'aménagement et d'assainissement de la circulation le long de cette route nationale. Un reportage signé Felana Rakutarsoul. Comme le montrent ces images, les piétons sont contraints de descendre sur la chaussée en raison des commerçants non autorisés occupant les trottoirs. De nombreuses installations anarchiques le long de la route entravent également la fluidité de la circulation. Dans le secteur d'Anouzzatu, situé en bordure de la RN1, les embouteillages sont quasi permanents, provoquant mécontentement et exaspération des usagers. Jour et nuit, en semaine comme le week-end, la circulation est souvent paralysée pendant plusieurs heures. Outre les commerçants, de nombreuses charrettes et taxis-bicyclettes stationnent sur les trottoirs, bloquant le passage des piétons. S'y ajoutent divers étals et panneaux occupant illégalement les trottoirs. Afin de contribuer à la résolution du problème, les autorités communales ont procédé à un réaménagement de la voie depuis le début de la semaine. Les charrettes ont été retirées et les commerçants occupant la chaussée ont été déplacés, permettant une meilleure libre circulation des usagers. Malgré les efforts déployés par la police communale et les différents responsables pour réguler la circulation sur l'axe Anouzzatu-RN1, les usagers estiment qu'une solution durable reste nécessaire, notamment à travers la création ou l'aménagement d'axes alternatifs reliant la capitale à la RN1. Du côté d'Antirabé, une œuvre caritative visant à venir en aide aux familles chrétiennes défavorisées de la paroisse s'est tenue dimanche dernier au sein de l'église luthérienne d'Ambalavatu, Antirabé. Environ 60 familles ont bénéficié de cette initiative, recevant des produits de première nécessité et des vêtements offerts par l'église, le bureau de la chorale Seder ainsi que des donateurs de bonne volonté. Les détails avec Jameson Rajanarman de Viva Antirabé. Au sein de l'église luthérienne Malagasy, Ambalavatu Antirabé, l'action des hommes regroupés au sein d'une association au sein de l'église en faveur des familles démunies est organisée chaque année, le dernier dimanche du mois de janvier. Cette initiative est conduite par le bureau de la chorale Seder en collaboration avec des partenaires et des donateurs de bonne volonté. L'action s'est déroulée dimanche dernier dans l'après-midi. Environ 60 familles en situation de précarité ont ainsi bénéficié de produits de première nécessité ainsi que de divers vêtements. Un dispositif spécifique a été mis en place afin de sélectionner les bénéficiaires. Avant la remise des dons, un grand moment de louange a été animé par les chorales de la FLM Ambalavatu ainsi que celles venues de différentes localités. Enchaînons avec les actualités internationales. Cela fait plusieurs semaines que le président américain envisage des représailles contre l'Iran. Il y a plusieurs heures déjà, une armada est entrée dans le golfe Persique. Dans la foulée, Donald Trump affirmait que le pouvoir iranien recherchait le dialogue tout en laissant planer la menace d'une action militaire. France 24. Premier bâtiment et non des moindres, Claire, l'USS porte-avions Abraham Lincoln aux caractéristiques démesurées. Mis en service en 1989, il fait plus de 332 mètres de long et 78 mètres de large. Sa vitesse est de 30 nœuds, ce qui fait un peu moins de 60 km/h, ce qui est beaucoup pour un bâtiment de cette taille. Sa puissance est de 260 000 chevaux grâce à 4 turbines à vapeur. Son équipage peut monter, on le voit, jusqu'à 5680 personnes réparties entre l'équipage du navire et l'escadre aérienne. Un mastodonte des mers qui en fait l'un des navires de guerre les plus puissants au monde. Pour arriver dans le golfe Persique, il a traversé le Pacifique, est entré en mer de Chine, a transité par le détroit de Malacca et est entré dans l'océan Indien. D'abord parce qu'il utilise la propulsion nucléaire de la classe Nimitz. Ça veut dire en gros une autonomie illimitée et un déplacement rapide d'un théâtre d'opération à un autre. Il a été pensé en fait pour servir de base aérienne mobile à des milliers de kilomètres du territoire américain. Aussi, regardez, son arsenal est considérable. Il dispose de systèmes défensifs courte portée pour contrer des menaces immédiates comme des missiles
mer-air, des missiles sol-air, et il dispose aussi de canons automatiques pour son système de défense. Il est également équipé de radars sophistiqués, de recherche aérienne. Enfin, sa force réside aussi dans l'aviation qu'il transporte. Il est équipé de chasseurs Super Hornet qui ont un rayon d'action d'environ 722 km. Également, il est équipé d'avions de guerre électroniques, d'avions d'alerte précoce. En fait, il peut transporter jusqu'à 90 aéronefs, y compris des hélicoptères. C'est une véritable forteresse flottante. Au nombre de 3, il y a l'USS Frank E. Peterson Jr. Le voici. Il y a également, il y a également l'USS Spruance et également l'USS Michael Murphy. Ils partagent le même armement et donc leur rayon d'action est identique. Le système à plus longue portée est le missile Standard SM-6 qui atteint plus de 400 km. Il transporte aussi des missiles de croisière Tomahawk qui offrent la plus longue portée d'attaque terrestre, environ 1600 km. À noter qu'un nombre indéterminé de sous-marins accompagne cette armada et que Washington peut aussi compter sur ses nombreuses bases militaires de la région aux capacités importantes. Regardez, voici toutes les bases militaires américaines. Il y en a beaucoup en bordure du golfe du Persique et notamment celle qui est au Qatar. Celle-ci, c'est la base Al-Udeid qui est aussi le siège du CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient et qui peut accueillir plus de 10 000 soldats. Non, à ce stade, c'est plutôt une démonstration de force. Regardez ce qu'a dit le président américain. Je préférais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près. Et la tentative d'intimidation semble fonctionner, puisque le républicain affirme que le régime iranien serait prêt à négocier, vous l'avez dit. À noter aussi que l'ayatollah Ali Khamenei vivrait terré dans un bunker en ce moment depuis une dizaine de jours déjà. En réalité, les Iraniens le savent, ils sont battus d'avance parce que leur flotte de surface n'est pas une réelle menace. Ils possèdent tout de même 3 sous-marins de classe Kilo et une flotte de mini-sous-marins qui pourraient contraindre le porte-avions américain à ne pas approcher trop près des côtes. Coupé depuis le 8 janvier, le réseau Internet en Iran est presque stable selon le correspondant de France 24 à Téhéran. Après une reprise très progressive ces derniers jours, l'accès a été rétabli à environ 80% depuis mercredi matin à travers le pays, selon des experts qu'il a interrogés. Une amélioration qui laisse penser que les restrictions imposées par les autorités sont en train d'être levées. France 24. Depuis ce matin, on a un réseau presque stable. Depuis plusieurs jours, il y avait donc une reprise très lente de l'Internet, mais on n'avait pas accès à différents sites. Mais désormais, depuis ce matin, apparemment, selon des experts que j'ai pu interroger, il y a une reprise au moins à 80% de l'Internet. Et différents sites, par exemple Apple Store ou Play Store, sont accessibles de nouveau en Iran. Donc, ce qui veut dire que les restrictions ont été levé. Il y a eu une expérience il y a une dizaine de jours. L'Internet avait été rétabli pendant une demi-heure et coupé de nouveau. On espère que ça va pas être le cas cette fois-ci. Il y a eu beaucoup de protestations ces derniers jours, notamment des milieux économiques, disant que la coupure de l'Internet depuis le 8 janvier avait provoqué d'énormes pertes pour l'économie iranienne, des pertes qui sont estimées selon le pouvoir, les responsables du pouvoir, à plusieurs centaines de millions d'euros donc pour ces 20 derniers jours. Donc cela affecte directement beaucoup de commerçants, beaucoup de businessmen qui ne pouvaient pas travailler, des gens qui avaient l'habitude de travailler avec l'étranger ou même en Iran pour vendre des produits donc sur Instagram ou d'autres réseaux. Là, l'internet est visiblement rétabli et il semble qu'il n'y a pas de restrictions depuis ce matin. J'ai pu interroger différentes personnes à travers le pays. Donc l'internet a été rétabli non seulement à Téhéran mais aussi dans l'ensemble du pays. Pour terminer, une division de la police américaine de l'immigration sera déployée aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina en février pour participer à la sécurité, a confirmé l'agence. Une annonce qui provoque de fortes réactions en Italie, y compris au sein de la majorité de la première ministre Giorgia Meloni. France 24.
Italiennes ont d'abord nié la présence de l'ICE sur le sol italien, puis ont tenté d'en minimiser le rôle lors des Jeux Olympiques d'hiver. Depuis samedi, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a affirmé qu'il ne savait pas lui-même si l'ICE serait présente ou non. Puis face à la polémique, et hier lundi, il a finalement précisé que les agents fédéraux américains seraient présents, mais ils n'opéreraient pas dans la rue. Ils seront seulement là pour assurer la sécurité de la délégation américaine, notamment celle du vice-président américain J.D. Vance et de son secrétaire d'État Marco Rubio, tous les deux présents pour la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver le 6 février prochain. Et c'est finalement l'ICE elle-même, via un communiqué hier lundi, qui a assuré que ses agents seraient bien présents lors de ces JO d'hiver, de quoi susciter la confusion dans l'opinion publique italienne, notamment dans les partis d'opposition, mais aussi au sein de la majorité de Giorgia Meloni. Pourtant, l'agence fédérale américaine est présente à Rome depuis 2003. L'ICE a un bureau au sein de l'ambassade américaine ici à Rome. Elle coopère déjà avec la police locale sur des dossiers transnationaux et aussi l'ICE était déjà impliquée dans la sécurité de précédents Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris 2024. Oui, vous l'avez dit, Giorgia Meloni est l'une des rares dirigeantes européennes à entretenir une proximité avec le président américain et pourtant, aujourd'hui, la présidente du Conseil italien s'est montrée en désaccord sur plusieurs dossiers internationaux ces dernières semaines. Elle a par exemple refusé de participer au Conseil de la paix proposé par Donald Trump. Elle a invoqué des incompatibilités constitutionnelles. Sur le dossier du Groenland, elle a aussi critiqué les menaces de Donald Trump de vouloir augmenter les droits de douane, qualifiant ces mesures d'erreur. Et plus récemment, Giorgia Meloni a écrit par communiqué à Donald Trump que l'amitié exigeait le respect. Donc, quant à la polémique sur la présence de la police de l'immigration ici en Italie, Giorgia Meloni ne s'est pas encore exprimée, mais son silence est habituel. Elle cherche à ne pas contrarier Washington tout en préservant l'opinion publique italienne et sa coalition de droite. Un équilibre diplomatique de plus en plus difficile à trouver pour la présidente du Conseil italien. Et cette édition touche à son terme, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et bonne soirée sur Viva.